Maisonneuve. Hervé Maisonneuve, je pense que tout le monde le connaît, ou presque, mais si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous allez le connaître. En particulier, on s'était rencontrés une première fois. Hein, Sophie, je n'ai plus droit au partage d'écran. Si pourtant vous êtes bien co-hôte, L'animateur a c'est possible. désactivé le partage d'écran par les participants. Voilà ce que je lis, mais c'est pas dramatique. Alors, je vous remets co-hôte. Là, c'est bon. Eh bien, voilà, je vais donc vous présenter Hervé Maisonneuve. On s'est rencontrés, je disais, la première fois en 2008, j'ai vérifié. Et puis, on s'est un peu perdu de vue. On a suivi chacun nos chemins. Et puis, on s'est retrouvés en raison de notre intérêt essentiellement pour l'intégrité scientifique, pour la rédaction médicale. Et je vous présente là une copie d'écran de son blog. Il s'intéresse, comme vous le voyez dans ce blog dont l'adresse est tout en haut, euh, il s'intéresse à la rédaction médicale, il s'intéresse également à l'intégrité scientifique, il s'intéresse à la rédaction des revues, c'est une des rubriques, vous avez plein de rubriques, c'est pas tout à fait quotidien, mais presque. Et disons que j'essaie toujours de trouver 5 minutes pour aller voir si ça m'intéresse et, et pour laisser un petit commentaire éventuel. On n'est pas toujours d'accord et c'est très bien. Et il prend la critique avec beaucoup de patience, surtout de la mienne qui suit, surtout, oui, vis-à-vis de mon tempérament qui est un petit peu, comment dire, taquin. Et je voudrais vous présenter aussi le livre. Alors pourquoi est-ce que je n'ai... Voilà, le livre qui vient d'être publié chez Douin, John Libé, Eurotext, La rédaction pour la recherche en santé. C'est un livre extrêmement utile, intéressant, bien sûr. Euh, alors, je ne l'ai pas lu de A à Z dans ce sens-là, mais j'ai beaucoup puisé, je suis allé voir des tas de choses qui m'intéressaient. Et ceux qui n'ont pas encore publié, ben, il faut qu'ils le lisent de A à Z. Ceux qui n'ont pas encore, qui ont déjà publié, mais qui se posent des questions, et ça m'arrive bien évidemment à moi aussi, allez voir, tiens, comment on définit, par exemple, je donne juste un exemple, le rôle de chacun. Maintenant, les revues demandent quel a été le rôle de chaque auteur la contribution de chaque auteur dans un article. Eh bien, vous trouverez ce qu'il faut pour dire un tel ou un tel. Vous trouverez ce qu'il faut pour savoir si quelqu'un mérite d'être un auteur ou pas dans un article, et en particulier si le patron du labo, vraiment, s'il n'a rien fait, a le droit de réclamer à être auteur de l'article. Hein, la réponse est non, et elle figure clairement tantôt dans le blog, mais je pense qu'elle doit être aussi dans le livre. Alors je lui passe la parole tout de suite parce qu'il a des tas de choses à nous raconter. Et merci d'être venu, Hervé. Et je suis très attentif à ce que vous allez raconter, et en particulier, je vais être aussi attentif aux questions qui ne manqueront pas d'être posées, de façon à animer une petite discussion après votre exposé. À vous. Bonjour, merci d'arrêter le partage, Jacques, de façon à ce Oui, que je puisse mettre mes diapos. voilà, c'est fait. Merci, merci à tous d'être présents. Et je, Là, hop, c'est très bien. Il faut juste mettre en diaporama. voilà, je pense que vous avez mes diapos. Très bien, parfait. Merci de m'accueillir, Super, merci de super. m'avoir présenté. Le titre que vous avez ici va essayer de vous dire quel est mon propos. Mon propos, c'est de vous dire qu'avec le changement du modèle abonnement qui disparaît et qui est remplacé par les auteurs payent. D'une part, sont apparues des revues prédatrices, et nous allons parler des revues mercantiles, mais pas uniquement elles, parce que d'autres groupes arrivent aussi, et j'en parlerai. Et mon propos, le fond de mon propos sur lequel je terminerai, c'est que je pense très clairement que les sociétés savantes qui détenaient pendant plusieurs siècles ou qui ont détenu les revues pendant plusieurs siècles sont en train de perdre la main et sous-entendu, le milieu académique perd la main sur le contrôle des revues. Je ne me présenterai pas plus puisque Jacques l'a fait. J'ai aussi présidé une association internationale de rédacteurs scientifiques et j'ai été
rédacteur et j'ai été référent intégrité scientifique à Paris. Je ne vais pas apprendre les 650 pages de cet ouvrage sur l'histoire des revues scientifiques, mais il faut savoir que depuis 1665, les rôles en plus de 350 ans n'ont pas beaucoup bougé des revues. Ils ont toujours eu ces rôles, ils les ont toujours. Hein. Et si pendant plusieurs siècles, les sociétés savantes ont été très puissantes, tenaient absolument tout, il y a eu un certain nombre de cycles jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où la croissance de la science, les universités sont arrivées, les agences sont arrivées, elles ont commencé à prendre des prérogatives des sociétés savantes qui ont perdu certaines prérogatives, et le business est arrivé à partir des années 50, ce qui fait qu'il y a eu une période que je dirais presque jusqu'à 1970, qui a été une période peut-être de grand pouvoir des sociétés savantes. Je ne sais pas si c'était la meilleure période, mais les académiques tenaient le savoir, le géraient. Et puis, à partir de 1970, il y a eu deux chocs successifs qui ont atteint la communauté scientifique. Le premier, que j'appellerais la folie facteur d'impact, à partir de 80 aux États-Unis, en Amérique du Nord, peut-être un peu plus tard en Europe, et ça dépend des pays, les messages ont été faites de la quantité pour avoir des promotions, pour avoir une meilleure carrière, faites de la quantité en publication, faites de la quantité pour aussi avoir des ressources. Donc, en gros, c'était construire un CV, publier beaucoup, et à la fois les chercheurs, les auteurs ont très vite compris ce message, mais il faut savoir que les revues aussi ont bien compris ce message et ont été des acteurs très forts aussi de ça, puisqu'elles ont vu une expansion derrière ce publisher perish qui a fait que pour publier, des pratiques un petit peu bizarres ont pris leur place petit à petit. Elles sont encore très importantes aujourd'hui. Peut-être qu'elles devraient disparaître, mais ce n'est pas sûr. Des pratiques sur, l'a dit Jacques Robert, la qualité d'auteur, tout ce qu'on pourrait mettre torture des données, la manipulation des revues, qui nous ont été démontrées grâce à la crise Covid, où il y a eu des vraies études sur les pratiques de M. Raoult, qui avait des rédacteurs en chef qui était salarié de l'IHU et qui avait tous ses articles acceptés en quelques jours ou heures et qui avait préféré faire des centaines, voire milliers d'articles dans des revues de seconde zone pour monter ses points SIGAPS et avoir plus d'argent que s'il avait publié dans le Lancet. Donc, si vous voulez, toutes ces pratiques ont influencé à la fois les revues et la communauté. C'est la première révolution, faite de la quantité. Et la deuxième révolution, à partir de 1995, pour British Medical Journal et New England, 1995, a été il faut que tout ça soit gratuit sur le net, avec des mouvements qu'on va voir à partir des physiciens. Et là, ça a été un grand, grand choc aussi, qui a pris une vingtaine d'années, puisque depuis mettre des PDF sur des sites, on est arrivé à faire des iPads, des smartphones, des PDF, et je ne décrirai pas, puisque chaque année, il y a eu presque des innovations. Ces innovations pour l'open access ont été portées essentiellement par des physiciens, par des mathématiciens, nous y reviendrons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une profusion de revues qui se sont développées, et ici, j'ai mis que des revues en open access complet, le système F1000 Research, qui est utilisé par exemple par le Wellcome Trust en Angleterre ou par des financeurs ou la Gates Foundation, et on en parlera pour de nouveaux modèles de publication. Ce qui fait qu'après cette période bleue qui était 350 ans, est-ce qu'on est dans cette période qui devrait un jour terminer? Je ne le sais pas. Aujourd'hui cohabitent un certain nombre de modèles de publication. Dans les physiques, dans les maths, il y a des voies vertes, c'est-à-dire déposer sur des plateformes et de faire de l'auto-archivage avec des commentaires et où, in fine, ce sont des modèles où il n'y a pratiquement plus de revues pour certaines disciplines de départ, puisqu'ils communiquent que par des dépôts sur des plateformes. Je l'ai dit tout à l'heure, le modèle d'abonnement est en voie progressive et lente de disparition pour être remplacé par d'autres modèles. Et celui qui prédomine, c'est ce qu'on va appeler doré, où c'est l'auteur qui va payer à l'acceptation de son manuscrit. Vous connaissez par exemple les groupes PLOS qui fonctionnent comme ça à partir de 2003, 2006.
Vous connaissez les modèles hybrides, et j'ai mis là une copie écran du Lancet, où par exemple vous avez un article qui est en open access et un article qui est en accès fermé sur le même numéro. L'article open access, l'auteur a payé 5000 livres. L'article enfermé, il est réservé aux abonnés. Donc c'est un modèle aussi difficile sur le long terme à maintenir et qui va bouger. Et des groupes, soit anciens comme des pays, soit très nouveaux comme Frontiers, soit d'autres sont arrivés sur le marché. Il existe un modèle qui a plus de difficultés, ça dépend, qu'on appelle le modèle diamant, c'est-à-dire que tout est gratuit pour le lecteur, tout est gratuit pour l'auteur, mais il y a quand même quelqu'un qui paye, ce sont des institutions ou des financeurs qui payent tout le fonctionnement, tout en restant sur un fonctionnement avec un comité de rédaction ou avec une sélection. Ce qui n'était pas obligatoirement le cas tout à l'heure quand j'ai parlé du VER, des physiciens, de la plateforme Archive. Et je reviendrai peut-être sur le Welcome Open Trade, Open Research, Gets Open, et Paris veut créer Opus, une plateforme sur ce modèle, mais ce n'est pas notre objet, mais c'est quand même très difficile et ça prendra du temps. Ce qui fait que peut-être qu'on va rentrer dans une nouvelle période où ce sera la science ouverte, dont certains disent, je ne suis pas tout à fait sûr que ça va changer les pratiques, ça va obliger à la collaboration, à partager les données, bien sûr, à tout ça. Il existe des top factors, il existe d'autres indicateurs de qualité de la science ouverte, mais qui n'arrivent pas à s'imposer par rapport aux facteurs d'impact ou à tous ces facteurs que nous connaissons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, disons, sur un plan revue, qu'elle soit fermée ou ouverte, trois modèles de publication qui sont les revues prédatrices, dont je vous donnerai quelques exemples, les revues de faible qualité, et je vous dirai ce que j'entends par là, et les revues légitimes que vous connaissez, qui sont des revues prestigieuses ou d'autres que vous connaissez. Les revues prédatrices, je vous ai dit que l'ouverture avait commencé dans les années 1995. Le groupe BMC a été un des premiers à arriver en 2002, c'est-à-dire en Angleterre en 2000, quelqu'un, Victor Pratt, a commencé à faire des journaux purement gratuits. Et puis à un moment donné, en 2002, ils se sont dit, moi je ne peux plus tout payer tout seul, je vais demander aux auteurs de payer. Et les auteurs se sont mis à payer sur le modèle BMC. Et après, 2003-2006, le groupe PLOS s'est mis sur ce nouvel modèle auteur, payeur, voix dorée. Et là est apparu un marché pour des marchands de rêve, parce que des gens en Asie se sont dit, tiens, il y a des clients qu'on n'avait pas avant, et il y a un marché avec des gens prêts à acheter quelque chose. Donc, se sont développés ce qu'on appelle, sous le jargon, revues prédatrices aujourd'hui, terme créé dans les années 2012-2010. Ils sont ces revues vite faites, dont je vais vous donner que quelques exemples. Ce qui fait qu'il y a trois niveaux de prix qui cohabitent aujourd'hui. Les revues légitimes des grands groupes connus, les Springer, les Elsevier, Taylor & Francis, Sage, Nature, compagnie, et dans Springer, qui vont avoir des prix de marché de 2000 à 5000 euros, voire plus. Les prédatrices se sont dit on va se mettre à 200 euros de moyenne et casser le marché en faisant n'importe quoi en 15 jours. Et entre les deux, il y a des revues de faible qualité qui entrent dans le marché. Je vous ai cité des noms tout à l'heure, Frontiers, MDPI, mais il y en a bien d'autres, Bentham, Hilaris, Langdon, qui eux sont des prix intermédiaires. Alors, je vous ai pris trois exemples de revues prédatrices. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de la revue prédatrice, les fautes d'orthographe, les soumissions par email et non pas par un système de type editorial manager et tout ceci, puisque vous connaissez. Je veux juste vous prendre trois exemples. Vous voyez, là, j'étais en Côte d'Ivoire il y a quelques années et en haut à droite, vous avez la copie écran d'un article et des gens viennent me voir et ils me disent on est très content parce qu'on vient de publier ce traitement des hépatites chroniques dans une revue et on est assez content. Alors là, je commence à tordre le nez parce que je vois que le délai de publication marqué a été très court. Je ne connais pas la revue. Alors je vais sur le site et je vous ai mis à gauche des copies écran du site qui sont mélangées. On dit qu'on demande 700 $. Il y a des facteurs d'impact qui sont faux. Hein. Il y a un comité de rédaction et je dis à mes jeunes, je leur dis, bah, écoutez, on va écrire à des membres du comité de rédaction. On trouve une femme qui s'appelle Andrea Lissotti en Italie. On lui écrit et elle nous répond immédiatement par retour du courrier. Je ne savais pas que mon nom était là. Je ne savais pas que j'étais sur ce board, honnêtement. Donc, je commence à leur dire,
Vous voyez, ce sont des fausses revues faites par des gens comme ça. Et je leur dis, vous avez payé combien? Alors ils m'ont dit, on a payé 200 $. Ah, je leur dis, c'est quand même un peu cher, hein. Et vous en avez publié d'autres? Oui, on a publié un second, 400 $. On nous a demandé, on n'a pas compris pourquoi, et c'était dans la même revue. Ah bon? Je leur dis, ils ont changé le prix. Et puis je leur dis, et vous en avez. Ah, mais on vient vous voir parce qu'on a un troisième accepté, et cette fois-ci, on nous demande 800 $. Donc vous voyez le métier des gens par derrière. Alors ce troisième, ils ne l'ont pas publié, hein, parce qu'ils ont peur. Donc à la fois le journal met des chiffres ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un peu la préhistoire des faux facteurs d'impact, des trucs assez grossiers. Je vous en cite un autre parce qu'en début d'année, un membre éminent de l'Académie de médecine, qui ne tient pas à être nommé actuellement, a publié dans une des revues de ce groupe. C'est pas dans la revue qui est sur cet écran, hein, mais dans une revue similaire, il a publié un très bon article. Et il vient me voir en me disant, des gens m'ont fait remarquer que cette revue n'était pas très bonne et j'ai pas bien compris. Alors je commence à discuter, je lui dis, mais ça c'est une revue prédatrice et il connaissait pas. Alors finalement, on trouve que le rédacteur en chef nommé, c'est quelqu'un qu'il connaissait. Alors on fait un zoom avec le rédacteur en chef qui commence à dire, ah oui, je suis sur cette revue, oui, je le sais, il m'avait demandé, j'étais d'accord. Qu'est-ce que vous faites sur la revue? Ben, de temps en temps, on me demande des avis pour des articles, oui, oui. Alors on réussit à lui expliquer que c'est une revue prédatrice et on réussit à le convaincre, ce qui fait qu'après un certain temps, lui démissionne et notre collègue de l'Académie de médecine avait son article là. Donc il essaye de le faire rétracter, de le faire retirer à la revue. La revue ne veut pas. Classiquement, comme le font toutes ces revues, on lui demande de l'argent pour rétracter. On commence à lui demander de l'argent pour enlever l'article. Et puis je lui dis, puis j'avais oublié de demander, vous avez payé combien pour publier dans cette revue? Ah, il me dit, j'ai pas payé. Ah bon? Ah ben, je vais vous expliquer. Vous êtes un très gros poisson. Votre nom est connu au niveau international, donc ils vous ont pris et manifestement, ils ont utilisé votre article pour aller à la pêche. On regarde les sommaires, d'autres articles sont venus de tas de gens. Manifestement, ils l'avaient utilisé comme appât en ne le faisant pas payer. On a passé beaucoup de temps avec un documentaliste à chercher où était ce groupe. Ce groupe fait 14 revues. On les a regardées, on les a tracées. Il est la propriété d'un Chinois et de ses deux filles, Chinois qui vit en Californie. On a bien sûr trouvé l'adresse qui est dans un immeuble où il n'y a rien. Et en cherchant, on a réussi à trouver sa villa. Il a une très belle villa avec ses deux filles. Et à eux trois, ils font tourner 14 revues. Et de façon très minimaliste, en faisant une évaluation du nombre d'articles qui sortaient par mois et à des prix très bas de moins de 200 $, on a estimé qu'en gros, ils devaient rentrer à eux trois en cash, là, comme ça, 250 000 $ par mois pour des frais de fonctionnement qui ne doivent être pas très chers. Donc, vous voyez, c'est pratiquement du profit brut. Je vous donne un autre exemple. Vous voyez, pendant la crise Covid, j'ai une copie écran sur mon blog d'un monsieur Perron qui est à l'IHU de Marseille et qui fait une conférence. Et à sa gauche, sur cette copie image, il y a une diapo et il présente une diapo d'un article dans une revue prédatrice aussi. Ça, c'est le groupe Fortune. Et le groupe Fortune, par exemple, en 2021, il y avait 45 articles de français. Et puis j'ai compté la semaine dernière, il y en a 130 articles de français dans ce groupe. Il y a plein de revues, plein de trucs. Donc, il en a plein, il en a 130, il en a encore en mars 2024 d'un doyen d'une faculté qui a co-signé un article que je connais et on est un petit peu en frottement quand je lui ai fait remarquer qu'un doyen publié dans une revue prédatrice, c'était pas très bien. Je n'ai pas encore communiqué sur ce cas parce que c'est un peu sensible et ça frotte un peu entre lui et moi. Mais c'est pas très grave. Donc ce n'est qu'en 2019 qu'un groupe d'obédience canadienne a réussi à sortir une définition des revues prédatrices, où manifestement la définition dit leur seul objectif c'est d'être mercantile. Quand vous allez dans l'Indian Express, vous trouvez des articles et des interviews de gens en Inde qui disent moi avec ma femme, on était au chômage, on est ingénieur informatique, on a 7 revues, et maintenant on est les rois de la piste parce que maintenant on vit bien.
Donc, il y a tout un marché qui a commencé à attirer des académiques non satisfaits qui arrivaient à publier en 10-15 jours, pratiquement sans peer review. Et moi, je connais dans des instituts de recherche, et je connais des jeunes qui me disent, oh, ben, j'en ai fait plusieurs, mon patron n'a pas vu que c'était une revue prédatrice, je suis assez content. D'autres m'ont dit, on avait plein de trucs dans le labo dont on ne savait pas quoi faire, on a réussi à tout mettre dans des revues prédatrices, et maintenant, ben, ça existe au moins. Donc, si vous voulez, ça remplit un besoin d'un certain nombre de choses, de chercheurs qui veulent beaucoup plus. En avril 2022, le réseau de 159 académies des sciences a publié un gros rapport après une enquête qui avait duré 2 ans. Il y avait eu des enquêtes, des interviews, il y avait eu beaucoup de travail. Et ce rapport commence à introduire cette notion de revue de faible qualité qu'on n'avait pas tellement avant, utilise ces mots-là, hein, en disant qu'il se passe quelque chose, il n'y a plus uniquement les vieilles revues prédatrices qui existent toujours, que je vous ai présentées, mais il commence à y avoir des gens un peu professionnels qui montent des groupes de revues. Alors, je vous en ai cité 2 tout à l'heure, mais il y a Bentham, il y en a plein, hein, je vais vous en citer d'autres, avec des adresses qui sont plus uniquement en Inde, qui sont devenues dans d'autres continents, qui ont des salariés, je vais vous montrer, puisque MDPI a 6 000 employés, dont une grande partie, 90% en Chine, donc ils sont à la fois sous-payés, et qui arrivent à faire marcher, et qui ont monté des tests de numéros spéciaux, de guest editors qui font leurs numéros spéciaux. J'ai parlé tout à l'heure de M. Raoult, il a fait des numéros spéciaux pendant la Covid, et il fait 20 articles d'un coup, en 3 mois, de gens qu'il connaît, qui ont tous payé 1 000 à 1 500 $, qui avaient des trucs qui traînaient, et ils ont quelque chose qui commence à exister. Certaines de ces revues ont d'ailleurs des facteurs d'impact. C'est facile d'avoir un facteur d'impact parce que ce sont des critères purement, pas des critères de qualité du tout du contenu. Le facteur d'impact, c'est est-ce que vous avez un site internet, un ISSN, est-ce que vous avez des règles, est-ce que vous faites un peer review. Donc vous répondez, vous remplissez tout pour avoir tout ça. Alors, ce rapport de l'Académie des sciences a dit, et je ne vous commenterai pas cette diapo, vous saurez qu'elle existe, en fait c'est tout un spectre, du frauduleux à gauche à la grande qualité à droite. Et il y a tout un spectre de revues qui est comme ça. Combien y en a-t-il? Dans les niveaux sciences, techniques et médecine, on estime qu'il y en aurait 35 000, disons, légitimes, et probablement actuellement 17 000 prédatrices pures. Donc vous voyez le marchandage ou les revues de cet aspect sombre seront peut-être un jour aussi nombreuses que les revues légitimes, ce qui pose vraiment problème pour tout le monde. Les gros groupes, dont vous avez peut-être connu des noms, comme Omix, qui en avait jusqu'à 700 revues à Hyderabad, se sont mis à vendre par appartement des paquets de revues. Ils vendent 20 revues, 30 revues à d'autres à Bruxelles, à Londres. Et ces groupes-là ont acheté chez Omix des revues, les ont refaites un peu propres, ont pris un editorial manager pour soumettre en ligne, ont arrêté les fautes d'orthographe et sont devenus un peu meilleurs et ont monté leur prix à 600, 800, 1000. Et il y a un paquet de groupes qui sont partis un peu dans ces sens. Donc, si vous voulez, cette nébuleuse de revues vraiment prédatrices, de revues légitimes totales de l'autre côté, avec au milieu tout un paquet de revues qui paraissent meilleures, qui parfois ont des facteurs d'impact justifiés. Alors, je vais centrer mon propos sur 2 groupes de revues de faible qualité en vous donnant quelques exemples. Je vous ai cité tout à l'heure le groupe MDPI, un groupe ancien qui a été repris par des Chinois à Genève. Il y aurait, alors ça c'est avec des documentaires qu'on recherche ou avec des gens sur des blogs, parce que ces groupes, on n'a bien sûr aucune donnée financière, ils n'ont pas de rapport sur leurs chiffres. Ils ont parfois des rapports annuels sur leurs articles, mais ils n'ont pas de données financières, donc c'est assez compliqué de les avoir. Et perdons entre eux. Et là, c'est un Anglais qui, sur son blog, a retrouvé des chiffres d'affaires. Alors, ils ont 5 à 6 000 employés, dont certains, probablement 5 500 en Chine. Et ce sont des PhD, ce sont des gens intelligents qui sont capables de vous faire du pseudo-peer review avant l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui fait le peer review, ce qui pose d'autres problèmes. Et regardez la croissance qui a été faite de ce groupe-là
par exemple, en 7 ans, on passe de 14 à 300 millions de chiffre d'affaires en 7 ans. Alors, vous voyez que là, ça va quand même assez vite et on arrive à avoir 200 journaux rapidement. Ce groupe a des pratiques aussi particulières et un institut pour lequel je travaille toujours, qui s'appelle le CIRAD à Montpellier d'agronomie, a eu beaucoup de problèmes puisqu'il s'était monté à presque 10% de leurs chercheurs publiant sur ce groupe. Donc, il a fallu plusieurs années pour diminuer les publications dans ce groupe par ces chercheurs. Et ils ont fait un rapport qui a 40 pages et qui est obligatoirement confidentiel parce que, en les poussant, ils ont publié 4 pages sur leur site de ce rapport parce qu'ils ont commencé à recevoir les lettres d'avocats de MDPI, les menaçant parce qu'ils décourageaient leurs chercheurs de publier chez MDPI. Donc, si vous voulez, ces groupes, ils sont très informés, ils ont des gros groupes d'avocats et ils savent par des chercheurs ce qui se passe dans des institutions et ils menacent. Alors les menaces se sont arrêtées, mais ce n'est pas si simple que ça. Je vous ai pris dans MDPI 2 copies d'écran de revues, parce qu'on peut avoir toutes les données. Ça, c'est des données que vous avez toutes en ligne. Ce journal, qui s'appelle International Journal of Environmental Research and Public Health, a quand même publié 62 000 articles originaux en 20 ans. Donc, faites vos calculs. Vous verrez que par rapport à un Lancet ou un New England qui vous en publie 5 par semaine, c'est-à-dire 250 par an, on n'est pas sur le même niveau de volume, hein, même en 20 ans. Hein, d'accord? Et vous voyez, vous avez année par année le nombre de publications. Et là, je les ai pris par mois. Vous avez Papers Monthly. Et la ligne que vous avez en haut, et qui commence à 1850 ou 1800, elle avance et elle tombe et elle chute très brutalement. Ce sont les soumissions et les articles publiés en 2023. Et il se trouve qu'en février 2023, Clarivate Analytics a enlevé le facteur d'impact de ce journal parce que ce journal avait des pratiques assez particulières. Donc vous voyez, le jour où il perd son facteur d'impact, on est passé de 1800 et quelques publications par mois à 400, et la ligne d'actuellement pour 2024 que vous voyez mal en bas, c'est moins de 200 articles par mois. Donc on passe de pratiquement 2000 articles par mois à 200 articles par mois par la perte du facteur d'impact. On a un collègue à Nancy, M. Guéant, président d'un CNU, qui est guest editor chez MDPI et qui est très content de guest editor, pas dans cette revue, dans la revue Nutrient. Nutrient, qui est aussi pareil, qui est très aimé par certains de nos collègues. Et vous voyez que la ligne de 2023 des soumissions de 550 est en baisse. Et en 2024, ça continue à baisser. Alors pourquoi c'est en baisse? Parce qu'en fait, ils ont été pris dans une polémique, ils ont eu des publications, un paquet d'articles de recherche animale où des gens ont montré que ce n'était pas éthique et que c'était des articles qui posaient des très gros problèmes. Il a commencé à y avoir des discussions sur Twitter, sur les blogs, expliquant que cette revue n'était pas très éthique. Mais dans cette revue, il y a 7 ou 8 ans, NDPI avait licencié d'un coup le board entier parce que le taux d'acceptation des articles baissait trop et qu'ils ne voulaient pas le réaugmenter parce qu'ils ont un pseudo-board. Alors, ce qui fait que chez Nutrients et dans certains groupes de NDPI, il y a épisodiquement toujours des démissions de rédacteurs. Alors, les rédacteurs, il y en a des paquets. Alors, vous voyez, vous pourrez avoir accès, et j'ai traduit une partie d'une lettre de démission d'un comité de rédaction Nutrients. Alors, il démissionne, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui a marqué là-dessus, il démissionne avec ses arguments habituels de ceux qui démissionnent aussi chez d'autres groupes, aux frontières, c'est-à-dire que c'est la machine qui va tellement vite. Moi, on m'a dit que je suis rédacteur en chef, mais comme je ne désigne pas des reviewers en 12 ou 24 heures, ce sont des algorithmes qui le font à ma place et qui signent pour moi. On pousse tout le monde. Il y a des peer reviews qui sont faits probablement par des machines et qui partent signés par des gens qu'on ne contrôle pas. Donc, si vous voulez, ce sont des algorithmes qui, derrière les pseudo-rédacteurs en chef, qui ont mis leur nom, dont les lettres partent avec leur nom. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec ce monsieur Guéant, qui est à Nancy, professeur éminent en français, hein, président du CNU, très bien, très content d'être guest editor. Je lui ai dit, je vais faire remarquer, les lettres que vous envoyez ne sont pas faites de vous. C'est fait par des machines ou pour MDPI.
Alors là, il ne veut pas répondre. Donc, si vous voulez, il y a, dans certains cas, une espèce de caution de certains de nos collègues. Je passe à un autre groupe. Vous voyez, alors, cette revue du groupe Frontières, elle a quand même 5140 éditeurs, rédacteurs. Donc, on ne sait pas très bien comment tout fonctionne. Ici, je vous ai mis des rédacteurs en chef parce qu'il y a des specialty chief editors, il y a un monde. Et en fait, tous ces rédacteurs qui sont nos collègues qui ont accepté, la plupart, si ce n'est tous, voient passer des balles. Hein, moi, j'en connais un éminent immunologiste en Belgique qui m'a dit, ça va tellement vite que j'ai pas le temps de prendre les décisions, mais il y a mon nom derrière. Je lui dis, pourquoi vous restez? Frontières, ça vient d'avoir plusieurs problèmes. Hein. Par exemple, il a publié un article où il y avait cette image, peut-être que vous l'avez vu, ça a pas mal circulé. Donc, il a publié plusieurs articles où il y avait des images par intelligence artificielle, et l'image que vous avez là est totalement incompréhensible et folle. Et elle était dans un article officiellement avec peer review, parce qu'il y a les noms des reviewers qu'on trouve, et il y avait plusieurs images de ce niveau-là complètement folles. Alors cet article, parce que Frontières connaît les bonnes pratiques, a été rétracté de la littérature. Ce groupe dont je vous parle commence à avoir une place au niveau des éditeurs. Il fait du lobby dans les journaux financiers pour expliquer qu'il y a des gros éditeurs qu'il cite, qui sont ceux que vous connaissez, les Springer, Elsevier, qui gagnent beaucoup d'argent. Sous-entendu, nous, Frontières, comme vous n'avez pas les chiffres, vous ne pouvez pas savoir combien on gagne. C'est scandaleux. Donc, il se passe des lobbies au niveau des milieux financiers. La deuxième chose que fait Frontières, c'est qu'il a signé déjà avec 2 universités américaines des deals. Dans cette université, il y a un prix plat et il y a un contrat complet annuel où tous les chercheurs de cette université peuvent soumettre 223 revues de Frontières et ils ne payent pas d'APC, pas de droit, parce qu'il y a un contrat annuel entre l'université et Frontières. Contrat qu'on ne connaît pas, que même l'université n'a pas donné. Donc, si vous voulez, ils commencent à faire des liens avec des académies. Il y a une partie en Californie. Et ils ont commencé une autre politique qui consiste à attirer des revues d'autres groupes en gardant un comité de rédaction qui va avoir la main. Je vous cite la revue européenne des harnis qui a été prise de Wiley et qui est passée chez Frontières. Alors, ce sont plus les revues Frontières propriété groupe Frontières, ce sont des revues de sociétés savantes qui commencent à se transférer chez Frontières. Et aujourd'hui, il y en a 17. Donc, ils sont en train de faire la guerre aux autres. Les guerres entre grands éditeurs ont toujours existé, avec une revue qui passe de l'un à l'autre. Mais là, ils sont en train de piquer des revues, notamment à Wiley pour l'instant. Alors, il y en a en médecine, je connais celle des hernies et une en transplantation. Les autres ne sont pas dans un domaine médical. Hein. Donc, la semaine dernière, dans le British Medical Journal, il y avait même un article que Frontières n'est pas un éditeur qui va devenir comme les autres, comme les grands, a des taux de rejet moyens de 56% sur tout le groupe, hein, dont 33% qui s'appellent les death projection, on rejette immédiatement. Toutes leurs revues sont dans déjà le DOAJ. Certaines, une partie des 250 revues ont des facteurs d'impact. Et cet article revient sur une chose qui dit que le malaise actuel, avec la croissance, et je vais y venir, du nombre d'articles, et je vais y venir, fait que la croissance est telle qu'on n'a plus le vivier de reviewers. Donc, est-ce que le peer review va devenir intelligence artificielle? Ce qui théoriquement n'est pas éthique, parce que c'est un manuscrit non soumis aux pairs confidentiels qu'on ne devrait pas mettre pour alimenter des machines. Donc, il se passe beaucoup de choses. Alors, je vois beaucoup de collègues qui me disent qu'ils ne publient jamais dans ces groupes. Bon, je leur dis, vous savez, il y a un site, et vous pourrez aller voir, qui est fait à Berlin, et vous pourrez aller voir ce site, qui n'est pas très bon en qualité de données, mais qui permet des comparaisons parce qu'il n'est pas très exhaustif et il a du mal à fonctionner. Vous allez trouver dans ce site votre université, vous irez la chercher, vous trouverez tout ce que vous voulez. Et quand vous prendrez Sorbonne, par exemple, vous pourrez prendre soit toutes les années en haut à gauche, soit filtrer en bas à droite sur une année, et j'ai filtré sur 2022,
Et on vous dira pour les APC qui sont payés par cette université et à quel groupe. Donc, vous voyez que pour Sorbonne, le premier, c'est Frontiers, le deuxième, c'est Springers, le troisième, c'est MDPI, Elsevier, et puis vous pourrez aller chercher, vous avez tout. Hein. Donc, j'ai mis Sorbonne. Qu'est-ce que j'ai mis? J'en ai mis un deuxième, hein, juste pour vous montrer, Lille. Et vous avez toutes les universités françaises là-dedans, où vous trouverez des comparaisons. Alors, je répète que les chiffres ne sont pas très justes, ne sont pas très bons. On le sait, il faut en tenir compte, mais ils permettent au moins des comparaisons. J'ai un petit peu abordé le miracle de ces numéros spéciaux, parce que toutes ces revues sont parties sur des numéros spéciaux. Toutes ces revues MDPI Frontiers. Et un Italien qui est à Grenoble a montré sur 10 groupes, dont vous avez les noms ici. Alors là, il y a des revues, des éditeurs que je qualifie de tout à fait légitimes, anciens, Springer, Taylor Francis et Nature. Il y a aussi MDPI Frontiers. Sur ces 10 groupes, le nombre d'articles a cru de 47% de 2016 à 2022. Donc là, c'est un vrai problème parce que le nombre de chercheurs est resté le même. A augmenté un tout petit peu. Hein. Le nombre de chercheurs, il augmente de 1 à 3%. Alors là, il n'y a pas tous les groupes qu'il a étudiés, mais vous voyez que la politique de MDPI et la politique de Frontiers sont en rouge des numéros spéciaux. Donc on ne fait plus des revues avec un comité de rédaction qui accepte, on va nommer des guest editors qui vont appeler tous leurs copains et qui vont envoyer tout ce qui est dans des archives qui n'a pas été publié ou refusé ailleurs. Jeffrey Bell, qui avait introduit ce nom de revue prédatrice, a appelé ça le salon des refusés, tous ces trucs rouges. Donc si vous voyez, Frontières et MDPI, ça échappe au monde académique, puisqu'il n'y a plus de sociétés savantes qui contrôlent, comme chez Springer, comme chez Elsevier. Alors, pas tous les journaux, Elsevier, 7 ne sont pas des sociétés savantes. BMC sont des sociétés savantes. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, le monde académique a traduit la main sur une partie des savoirs. Le JAMA a publié l'an dernier la liste des méga journaux. Alors, c'est là que vous retrouvez les PLOS ONE, les Scientific Reports, c'est qu'on le mélange. Et vous voyez sur cette liste des méga journaux la place qu'ont pris les éditeurs que je viens de vous citer, puisqu'on ne cite que certains journaux de ces deux éditeurs que j'appelle de faible qualité, mais ne, je ne dis surtout pas qu'ils publient que des mauvais articles. Ne faites pas ce lien-là. Ils publient aussi de très bons articles. Donc la qualité des articles, on la connaît mal, mais en gros, ils les publient tous en MDPI, le taux moyen d'acceptation, c'est 15 jours, et Frontières, c'est probablement un petit peu plus long, le taux moyen d'acceptation. Mais si vous voulez, les Chinois sont un tout petit peu plus malins que nous, puisque dans cette lettre du JAMA, je vous ai pris un tout petit extrait qui vous dit là à droite que pour les Chinois, 20 et 27 sont considérés comme des prédateurs. Donc, les Chinois ont éliminé ces journaux de leur liste. Il y a des listes noires, des listes blanches, des listes Preparatory Journals. Je vous ai mis le lien de Preparatory Journals qui vient de changer. Attention, si vous alliez sur le site. Parce qu'ils sont assez menacés, donc ils ont changé leur site, ils avaient des problèmes. Il y a une liste de Sorbonne Université de journaux recommandables, mais qu'il y en a 3500, donc ça c'est fait par des CNU. La meilleure liste, c'est celle de Cabels en haut à droite, mais c'est payant et personne en France n'est abonné à Cabels. Donc il y a un certain nombre de listes. Le rapport de l'Académie des sciences disait est-ce qu'on a, est-ce qu'on a besoin de listes? Et le rapport disait les listes, elles servent à rien. Il vaut mieux éduquer les chercheurs. On l'a déjà vu par des tas de choses que je ne cite pas. Je terminerai par cette politique du CNRS qui encourage les scientifiques à ne plus payer pour être publiés. Alors c'est facile à dire, mais ça ne marche pas très bien. Et le CNRS qui a pris ses positions il y a déjà 2 ans ne les tient pas et les chercheurs ne les suivent pas là-dessus. Et ce que je pense, c'est qu'un certain nombre de nos collègues poussés par ce publisher perish, voire de nos hauts dirigeants qui mesurent uniquement sur le volume et non plus sur la qualité, vont réaliser peut-être un peu trop tard que le milieu académique est en train de perdre la main et que ce sont ces groupes.
Alors, peut-être qu'ils vont gagner, je ne sais pas. Je n'ai pas dit qu'ils publiaient que du mauvais, mais actuellement, la guerre est forte. Je vous remercie et je vais écouter vos questions et laisser Jacques euh, animer la discussion. J'ai été un peu provocateur, Jacques, Mais c'est très bien. et voilà. Je crois il faut absolument être provocateur, il faut être subversif même. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à publier ce genre de choses, à l'annoncer dans des webinaires, à le publier dans des revues, parce que la subversion, je crois qu'elle est nécessaire pour arriver à submerger ces affairistes qui gagnent de l'argent sur la recherche sans en faire. Et je crois que il faut être virulent. Oui, il faut être virulent, il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Il faut que la communauté scientifique prenne conscience de cela. Et ce n'est qu'en secouant violemment le cocotier qu'on fait tomber les noix de coco. C'est bien connu. Malheureusement, il y a trop de personnes frileuses qui disent: oh là là, mais c'est un pamphlet, oh là là, c'est extrêmement polémique ce que vous dites, il faut surtout pas attaquer, il faut surtout pas attaquer les institutions. Eh bien, si, il faut attaquer les mauvais éditeurs, il faut attaquer les mauvais publishers. Il faut vraiment secouer le cocotier si l'on veut sauver la science. L'intégrité scientifique est en danger, je le répète. Et je pense qu'un certain nombre de personnes dans cet auditoire qui a beaucoup apprécié, j'en suis persuadé, la présentation, est d'accord avec moi. Alors, nous avons bien sûr du temps pour des questions. Nous avons dans le chat je vois que Sophie nous a encouragés à poser des questions et à écrire nos remarques, mais je ne vois rien. Et je vois Alexander qui nous dit merci. Comment souhaiteriez-vous que l'évaluation de la qualité des publications soit faite? Avez-vous des propositions pour mieux faire? Voilà. Une excellente question. Finalement, ça porte sur le peer review. Comment arriver à évaluer la... Alors, la qualité des publications, est-ce que tu veux dire la qualité des publications déjà parues ou lors de la soumission de ces manuscrits? Comment peut-on faire? Ah oui, Alors, je suis bien d'accord sur Alors, on y reviendra tout à l'heure. Lors de la soumission, donc c'est bien le peer review oui. dont Alexander veut que vous parliez, Hervé. Alors, disons qu'il y a beaucoup de discussions de partout sur l'évaluation de la recherche au sens général, hein. En gros, maintenant et depuis 2012, Dora, il ne faut plus utiliser le facteur d'impact. 2011, l'Académie des sciences en France n'utilisait plus le facteur d'impact pour évaluer les revues. Les mentalités ont changé en disant qu'il faudrait plus. Mais la question de fond, c'est comment faire. Alors, comment faire? Il y a au comité, au Congrès mondial de la recherche d'intégrité scientifique, il y a eu plusieurs fois des pétitions, il y a eu surtout les principes de Hong Kong qui ont été émis et qui disent qu'il faudrait évaluer différemment la recherche et évaluer la qualité. Alors, si tout le monde est d'accord qu'il faudrait changer, tout le monde attend que quelqu'un le fasse. C'est déjà ça, hein, d'accord? Et on risque d'attendre peut-être un petit peu longtemps avant que tout le monde le fasse. Les principes de Hong Kong euh, disent qu'il faudrait maintenant évaluer la qualité des articles. Alors, il y a quelque chose qui a été mis en place et qui commence en France à venir un tout petit peu, qui a été mis en place notamment en Australie. Ça s'appelait la règle des 5 il y a 5 ans, et maintenant ça s'appelle la règle des 10 parce qu'ils ont changé. Et en Australie, ça marche dans certains coins très bien. Il s'agit de dire un CV ne peut pas contenir plus de 10 articles de moins de 10 ans. Et en Australie, on applique ça, hein. Donc, et on dit un CV, c'est 10 articles de moins de 10 ans. Et la règle n'est pas toujours très populaire parce que le message qui est derrière ça, quand vous voulez juger un chercheur ou un projet, ça veut dire qu'il faut lire les articles. Et ça, c'est pas populaire du tout. Moi, j'ai un copain sur un CNU en France, il y a 2 ans, il me dit, cette année, on ne prend plus le facteur d'impact, ça y est, on a tous décidé, et il part au CNU. Je le vois 2 jours après, et je lui dis, vous avez fait comment? Ben, on a discuté 1 heure et demie, et comme on n'était pas d'accord et qu'on n'avait plus de temps, on a pris le facteur d'impact.
Donc, si vous voulez, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça. Et parce que évaluer la qualité des articles, ça suppose de les lire. Donc ça, c'est déjà pas. Alors, dans tout ce qui est aussi européen, qui s'appelle Coara, que toutes nos universités ont souvent signé, hein, qui dérive de Dora, il y a marqué beaucoup de choses. Il y a marqué l'évaluation d'un chercheur ne doit pas être limitée aux publications et aux articles. Et ça commence à rentrer dans certaines mentalités. Il y aurait d'autres objets à évaluer. Alors, un des premiers objets à évaluer sont les activités d'enseignement. Il y a des grilles, il y a des choses là-dessus, mais si vous voulez, les activités d'enseignement, vous savez, par exemple, en France, la province travaille et Paris publie. Donc, si vous prenez des scores sur les activités d'enseignement, il y a des villes où il y a beaucoup d'enseignement et les gens publient peu, et ils vont sortir meilleurs. Donc, si vous voulez, c'est pas si simple que ça. Il y a une autre chose dans Hong Kong et dans d'autres endroits qui dit qu'il faudrait évaluer l'activité de peer review, l'activité des reviewers. Et se sont montés des sites, le plus important s'appelle Publix, vous pourrez aller voir, et sur un certain nombre de journaux, on met en ligne les activités de peer review. Parce que évaluer le peer review, c'est pas dire sur un CV, j'ai fait des reviews pour le New England, point. Ça, c'est nul. C'est j'ai reviewé pour tel article et mon avis de lecture est en ligne à tel endroit. C'est ça. Donc, il y a des gens qui s'orientent un peu là-dessus. Il y a aussi des gens qui réfléchissent au fait que, je vous ai dit l'enseignement, le peer review, et d'autres disent aussi qu'il y a des bons chercheurs dont on pourrait se poser des questions sur d'autres activités. Un chercheur qui a fait un extraordinaire site internet ou blog qui, dans le public, a un impact sur sa spécialité ou dissémine des autres choses et on commence à voir un impact de cette activité, peut-être que c'est un chercheur à valoriser aussi, parce qu'il va propager des messages en dehors de la communauté. Alors ça, je vous cite des petites choses un petit peu au hasard. Il y a un projet qui s'appelle SOP for AI, il liste 9 domaines de choses comme ça. Je suis, et j'en suis conscient, beaucoup dans la théorie de ce que je vous ai dit là, mais les réflexions avancent et tout ceci va bouger, mais je suis assez pessimiste. Je pense qu'il faut 20 à 40 ans pour bouger parce que les gens de nos générations disent c'est aux jeunes de se démerder. Je suis pas très correct, Jacques, hein, Non, 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 mais il ne faut pas être correct. J'ai bien noté la phrase, la province travaille et Paris publie. Je la citerai en mettant votre nom entre parenthèses, pas de je me fais problème. pas toujours des amis, hein, donc Non, il faut pas, c'est sans mon nom. il faut pas essayer de faire des amis dans ce cas-là. Il faut dire ce qu'on pense. Nous avons l'âge de dire ce qu'on pense. Notre carrière, elle est derrière nous. Et bon, Oui, moi, je me lâche depuis que j'ai pris ma retraite. Il n'y a pas de problème. Mais oui. là, c'était l'évaluation du travail des chercheurs dans les commissions. Effectivement. Alors, on a plein d'anecdotes. Je me suis retrouvé dans des commissions où j'étais le seul à avoir lu les papiers d'un candidat à une maîtrise de conférence. Alors, c'est quand même dommage que les autres ne les aient pas lus et découvrent, ah tiens, ben oui, ah ben il y a un bon papier, là, il y a un papier dans Nature, oui, oui, j'avais pas vu. Il n'avait Hmm. pas vu, bon, ok. Donc ça, et il faut tenir compte de tout. On essaie, bon, j'ai siégé 12 ans au CNU, on essaie toujours d'aller chercher des choses qui sont en marge de la stricte activité de Hmm. publication. En général, on y arrive à trouver des choses intéressantes, effectivement, dans la vulgarisation, en médecine, dans l'établissement, des référentiels. C'est important de passer du temps à rédiger des référentiels et ça ne fait pas de publication valorisée, mais il faut en tenir compte, évidemment, dans l'évaluation des candidats. Il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, mais je crois que la qualité, c'est la lecture des articles qui peut nous Oui. l'apprendre. C'est pas l'impact facteur ni du journal, ni le facteur H éventuellement quand on arrive dans les hautes sphères. Euh, Jacques, oui, je me permettrai, parce qu'il y a eu 2 commentaires là dans le chat, hein, oui.
de revenir sur deux choses. Alors, il y a un commentaire, est-ce qu'il ne faudrait pas rémunérer le peer review? Oui, Laurent Alors, Quérault. alors, il y a quelques revues du golf qui rémunèrent les peer review à 200, 300 euros. Il y a encore des revues qui ont toujours aussi, disons, alloué un petit bonus aux reviewers. Alors, ça se faisait historiquement, on donnait 6 mois d'abonnement gratuit, mais maintenant, ça vaut plus rien, ça, hein. Il y a des revues qui font un petit discount si vous, le reviewer resoumet à la même revue un article. C'est-à-dire si on fait payer 3 000 et si vous avez fait un bon peer review, vous paierez 2 500. Mais tout ça, c'est pas suffisant. Il a été estimé que le temps de peer review équivalait à 1,5 milliard de dollars par an. Ça a été Ouais, estimé. ouais. Moi, je pense qu'on pourrait aller là-dessus, mais c'est extrêmement complexe à monter. Euh, Ça pourrait être une solution. Il y a un autre commentaire de artiste à tout le Et monde, Frédéric Delon. Frédéric Delon, qui dit le problème ne vient pas aussi de l'hypocrisie des institutions. Alors, j'aurais dû vous dire quelque chose quand j'ai dit que les chercheurs dérivaient euh, parce qu'ils vont publier beaucoup, parce qu'on leur demande. J'aurais dû ajouter, et j'en suis hautement convaincu, que ce sont des auteurs et des chercheurs honnêtes qui se mettent à dériver. C'est pas parce qu'ils vont torturer les données, piquer des places d'auteur, que ce sont des gens intrinsèquement des fraudeurs. Et des sociologues américains l'ont montré, ce sont des chercheurs honnêtes qui dérivent. Donc la question est beaucoup plus un système que des hommes, et ce sont des hommes mis dans un système. Et c'est là que votre remarque, hypocrisie d'institution, est excellente et la vraie. Et je vais vous terminer, avant de repasser la parole, sur l'hypocrisie des institutions. Le 20 mars après-midi, l'Office français d'intégrité scientifique au sein de l'HCERS, 80 personnes ont discuté de SIGAPS. Là, il y avait directeur INSERM, DGOS, Académie des sciences, il y avait tout le gratin du gratin. Hein, d'accord? Pour discuter SIGAPS, la question était, SIGAPS, vous savez, c'est une allocation d'argent aux hôpitaux en fonction des publications. C'est mauvais, ça dysfonctionne, on ne devrait pas l'utiliser, tout le monde d'accord. Mais plusieurs problèmes n'ont pas été discutés. Premièrement, est-ce que quand un article est retiré de la littérature rétractée, l'hôpital ne devrait pas rembourser ce qu'il a gagné grâce à cet article? Au moins à SIGAPS, si ce n'est aux financeurs. Là, Motus, personne ne parle de ça. Deuxièmement, oui, c'est assez mauvais, mais comment on pourrait faire? Alors la DGOS en tête, dans la conclusion, dit c'est mauvais, mais on n'a rien d'autre, donc on va continuer comme ça. Donc si vous voulez, c'est une hypocrisie folle, parce que le message de cette réunion à l'HCRS est de dire SIGAP, ça dysfonctionne, mais on ne sait pas quoi faire. Je pense que j'ai un peu répondu à votre hypocrisie des institutions. Si vous voulez remettre un petit commentaire dans le chat, on le verra. Merci. Vous avez répondu oui. Je n'ai pas répondu de façon politiquement correcte, hein, je m'en excuse. Euh, Alexander quand même posait la question de la soumission. Comment évaluer l'article lors de la soumission, c'est-à-dire le manuscrit? Faut-il laisser, par exemple, j'imagine que Alexander pensait peut-être au système de préprint et d'ouverture à la discussion dans des sites comme Archives, BioArchives, etc., par rapport au système de peer review. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très favorable à plusieurs nouveaux modèles de publication. Ils changent un petit peu le peer review. Alors, lors de la soumission, quand on dépose sur des préprints, BioArchive, medRxiv, on s'oriente un petit peu vers des systèmes comme Archive des physiciens où les collègues vont, disons, commenter, mettre en ligne, mais ça marche pas bien dans la communauté biomédicale encore, hein. Malheureusement, on découvre les articles bricolés par ce qui s'appelle le post-publication peer review, c'est-à-dire les sites PubPeer ou des commentaires sur Twitter ou d'autres choses comme ça, parce que le peer review, dans l'évidence, ont découvert un certain nombre de problèmes avant. Et il faudrait le découvrir au niveau du peer review. Et si vous continuez à mettre la pression sur le peer review, c'est-à-dire pour qu'il aille plus vite,
pour que les gens rentrent plus vite, on n'améliorera pas le peer review. Alors des systèmes, et je ne sais pas si vous connaissez, comme Peer Community In, qu'il s'agit de mettre des préprints et tout le monde va commenter, voire mettre des tocs ou des étoiles comme un guide Michelin pour dire il y aura des articles avec des étoiles et des articles sans étoiles et on laisse tout ensemble, ça ne marche pas très bien. Il y a un système qui marche très bien, mais qui se développe mal, et je vous conseillerais d'aller le voir, ça s'appelle les Registered Reports. Il y a 300 revues, dont Nature Communication, dont BMC Medicine, qui disent, nous faisons le peer review sur un protocole. On fait le peer review sur un protocole, et là, on prend une décision intermédiaire, in principle acceptance, c'est-à-dire qu'on décide de publier les résultats s'ils arrivent chez nous 2, 3, 5 ans plus tard, et on ne les publiera qu'après un peer review soft, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'insultes, qu'il n'y ait pas de mauvaises analyses, mais on ne discute plus les résultats. Et il a été montré par une Allemande que dans ce nouveau modèle qui s'appelle Registered Reports, sur 100 et quelques articles, 50% des articles publiés supportaient l'hypothèse de départ. En comparaison avec un groupe témoin, 95% des articles supportaient l'hypothèse de départ. C'est-à-dire que dans notre modèle, que j'appellerais ancien, des revues légitimes, actuellement, on ne publie que des articles qui supportent l'hypothèse de départ, 95% des cas, et quand vous faites du peer review sur protocole, ce n'est plus que 45 à 50% des articles qui supportent l'hypothèse principale. Vous pourrez chercher Register Report sur le net, vous aurez toutes ces données, ou vous me faites un email, je vous les donnerai. Mais ça, c'est bien pour la recherche clinique. Pour la recherche biologique, on peut trouver des choses inattendues et orienter son activité parce qu'on a trouvé. Et je peux dire que dans un des Oui, thèmes de recherche sur lequel oui, je travaille en collaboration, bien sûr, puisque je suis loin, avec l'équipe bordelaise, on a trouvé oui. un peu par hasard quelque chose qui était inattendu, d'une relation entre l'expression d'un gène et l'activité et la survie des patients ou d'autres données particulières qu'on ne connaissait pas, ça ne pouvait pas être prévu dans le protocole. Exact. Donc, ça, c'est venu des neurosciences et de la psychologie sociale, ce modèle Registered Reports. Ça se développe un peu dans la science animale, dans la science humaine, mais effectivement, les travaux de paillasse ou expérimentaux répondent à d'autres, n'ont pas un protocole aussi strict au départ. Comment Alors, il y favoriser? a une demande, comment favoriser la publication des résultats négatifs, surtout quand on peut penser que l'APC serait mieux investi dans quelque chose de positif, c'est sûr. Comment favoriser la Alors, petite publication remarque, qui sont très jusqu'à importantes? 2013-2014, j'ai dit, les journaux refusent les résultats négatifs. Je me trompais comme certains de mes collègues. Depuis 2014, dans PLOS ONE, Overbeke ou d'autres, il y a eu plusieurs articles montrant que quand on reprend le pipeline des revues légitimes en arrière, les taux d'acceptation des articles négatifs et positifs ont toujours été les mêmes. Ce qui s'est passé pendant longtemps, c'est que les chercheurs ne soumettaient pas, et c'est montré par des sociologues américains, les revues négatives, parce qu'ils sont déçus, ils n'écrivent pas le manuscrit. Parce qu'ils écrivent le manuscrit, ils se battent avec les co-auteurs qui ne veulent pas soumettre, parce que le sponsor ne veut pas soumettre. Il y a plein de raisons pour ne pas soumettre. Alors actuellement, Nature a une colonne résultats négatifs. Actuellement, les résultats négatifs se publient, mais il faut pousser les chercheurs à les soumettre, parce qu'il y a encore un déficit de soumission. Alors l'APC, est-ce que ça serait mieux investi dans du positif? Pour moi, les résultats négatifs ont la même valeur que les résultats positifs. Bien sûr. Ils peuvent orienter le travail des autres, et c'est ce que Oui. fait une publication scientifique, c'est orienter le travail des autres et de ceux qui vont aller continuer dans le même thème. Alors, on a un commentaire, FC 3R, Short Notes. Il y a beaucoup de modèles actuellement, et je ne les ai pas cités, mais beaucoup de modèles, hein, qui consistent à mettre sur le net, sur des plateformes tout, et à commenter après. Et même une revue comme Climate of the Past met tout en ligne dès qu'elle en reçoit. eLife aussi pour une partie. Tout ce qui est soumis est mis en ligne.
Et après, il y a un filtre qui dit on a mis des étoiles et on publie ça. Donc, il y a des ouvertures dans ce certain nombre de cas. FC3R aussi, on diffuse tout. Donc, il y a énormément de modèles. Quand je dis énormément, j'en connais peut-être une vingtaine, mais il y en a peut-être. Alors la question de Fab, c'était l'APC mieux investi dans quelque chose de positif. Il parlait du point de vue du chercheur. Oui. Joker, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je Ouais, sais pas. Est-ce qu'on investit plutôt quand il faut payer 3 000 $? je ne sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux l'envoyer parce qu'on a des résultats positifs ou se dire que, bon, de toute façon, c'est des résultats négatifs, je ne vais pas mettre 3 000 $ en l'air. Je pense que c'était la question de Fab. Il y a Je sais les pas. valeurs de NLM Médecine Plus. Il y a des mouvements sur des gens, groupe Cochrane ou autres, qui disent que maintenant, il ne faudrait retenir que les quartiles 1 et quartile 2 dans Medline et ne pas prendre les revues ou les articles qui sont dans les quartiles 3 ou 4, même de PubMed, même de Web of Science, du fait de cette espèce de dégradation de qualité moyen. Et il se crée un certain nombre de sites avec des grades. Je ne connaissais pas. D'autres questions? Mais il y a une remarque là de Solène Le Bouchec. Je ne l'ai pas vu. Ah Oui, 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 la plateforme, là, c'était FCR 3 Short Notes, voilà. oui. Oui, je n'ai un tout petit peu Hervé en a parlé parlé. avec d'autres modèles, voilà. Hein. Vous pourrez me faire des emails privés si vous vouliez J'ai d'autres noté d'ailleurs parce informations. que je ne la connaissais pas. Oui, C'est un oui, peu je l'ai vu, je la connais mal. difficile de connaître toutes les Ouais. actions qui sont entreprises pour Et, essayer un petit et peu. qui sont souvent disciplines dépendantes. Il y a des disciplines qui ont vraiment des modèles propres à la discipline, à tout ça. Hein. Quand je vous parle de Peer Community In, en écologie, Peer Community In a pris. Hein, d'accord? Mais dans d'autres sciences, ça n'a pas pris. Donc, ce sont souvent des petites communautés. Je vous ai cité Gates Open et Wellcome Trust. Il y a aussi ce modèle qui consiste à dire, moi, financeur, Wellcome Trust, moi, financeur, Fondation Gates, je vous finance à la condition que vous soumettiez obligatoirement vos rapports et vos résultats sur ma plateforme, Welcome Open Research, Gets Open Research, qui va fonctionner sous le modèle F1000 Research comme un journal avec une évaluation des pairs. Donc il y a des mouvements qui disent aussi ce serait au financeur lui-même de ne financer que des projets dont les protocoles auraient déjà été acceptés pour être publiés quelque part et on ne financerait que des choses dont on sait où les résultats seront déposés, ce qui libère le chercheur d'une espèce de filtre publication. Mais Ouais. ça suppose de publier négatif, positif et tout. Oui, c'est pas évident. Alors, je reviens juste un mot, ben, on va pas être tout à fait loin de terminer, sur un des problèmes marginaux, mais embêtants, de déposer un papier, un manuscrit en préprint sur BioArchive, par exemple, c'est que tous les auteurs reçoivent ensuite des tonnes tous les jours de propositions de journaux prédateurs. Venez donc publier cet article. Et je passe beaucoup de temps à aller chercher dans les spams et à éliminer, parce qu'il y a quelquefois dans les spams des choses intéressantes. Mais disons on reçoit déjà pas mal de propositions publiées dans des revues prédatrices, et ça s'est multiplié par 10 depuis qu'on a un papier dans Archives. Et je pense que c'est que Fred disons, subi exactement la même pression que moi et passe du temps à éliminer ce genre de propositions. Alors effectivement, il y a essentiellement les prédateurs, mais sachez que les grandes revues ont aussi des veilles sur Medaica Archive, Oui. des Lancet, et des New England. Alors eux aussi, ils vous font un email, vous pouvez peut-être répondre. Alors, c'est peut-être jeter une proposition de Nature pour publier le préprint qu'on avait sur un BioArchive, qu'on a toujours sur BioArchive. Tu as vérifié, Fred? Ça pourrait être intéressant. C'est plus rare. Alors, sachez qu'en gros, commence à avoir des données, il y en a encore sur le Covid, qu'en gros, la moitié qui est sur BioArchive et MedArchive va finir dans une revue de société savante. Environ la moitié.
et que le peer review améliore un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Donc, en gros, on peut partir du principe que les revues légitimes arrivent à publier la moitié qui est sur ces préprints, archive, mid-archive. C'est un fil de qualité, la moitié finissent sur les journaux, avec un peer review qui change pas beaucoup, qui améliore pas beaucoup. Bien, bien, bien. D'autres questions? Il nous reste, on peut encore 5 minutes s'il y a des questions brûlantes à poser à Hervé. De toute façon, tout le monde connaît son blog, tout le monde peut laisser un commentaire. C'est très intéressant. Moi, je regarde quand je lis un des billets sur le blog d'Hervé, je regarde tout de suite s'il y a des commentaires parce que quelquefois, on trouve des choses qui ne sont pas inintéressantes dans les commentaires. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez finalement parce que bien des billets mis sur son blog, sur votre blog, Hervé, mériteraient des commentaires. Alors, je n'ai pas toujours le temps d'en faire, hein, je reconnais. Puis les questions, je ne suis pas euh, commentateur systématique. Et les questions que je ne connais pas, je ne vais pas les commenter, mais bien souvent, ça éclaire d'une façon un peu différente. Bon, euh, il y a des drôles de gens qui font des commentaires parfois. Mais en général, ils sont intéressants parce qu'ils permettent d'aller plus loin dans le débat. Donc, je pense et je pense qu'Hervé est tout à fait content quand il voit un commentaire à un de ses billets. Euh, je réponds à deux commentaires. Pierre Lomami de l'étranger, il faut qu'il sache que s'il avait des besoins, je fais souvent des petits webinaires d'une demi-heure, 1 heure avec des collègues en Afrique noire où moi je suis allé beaucoup et où j'ai beaucoup de liens encore. J'en fais avec Sidmev, Christophe. Donc il peut me faire un petit email, on peut toujours faire des entretiens où je peux aider, hein. Les diapositives, bien sûr, ça va être à la fois mis en ligne. Et Sur quelqu'un notre chaîne voudrait, YouTube, c'est ça, et sur notre site, et vous l'aurez d'ici vendredi, le replay. et C'est quelqu'un gentil, voudrait mes merci. diapos avec d'autres commentaires, il me fait un email, je n'ai pas souci, hein, d'accord? Je peux rajouter votre adresse mail à Review, tout le monde? Oui, tout à fait, Review tout à fait. Commons, j'ai pas pensé à Review Commons, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne le pratique pas. Je l'ai vu, je l'ai regardé, je ne suis pas capable de répondre. Je ne suis pas capable de répondre. Hmm. Mais il y On a est en tellement train de... d'avoir une expérience, on va voir ce que ça donne. Peut-être que celui qui pose la question a sa réponse, hein, on pourrait l'écouter. Qu'est-ce que tu en penses, Fred, de Review Commons? Micro, Je Micro. vais remettre le micro. n'en pense rien. Le Je vais pauvre. remettre le micro. Bonsoir. Asaltu Diallo, bonjour à Asaltu Diallo. Euh, on, on est en train de le tester, justement. On l'avait soumis donc par le système de bioarchive. Et donc, il y a eu comment ça s'appelle? Les reviewers nous ont posé les questions, on y a donc répondu et on a ensuite soumis à différents journaux. Certains de nos journaux, enfin les journaux sur 2 nous ont dit non et le troisième nous a dit oui. Et donc là, c'est l'éditrice qui nous a recontacté et qui a dit qu'il fallait vraiment répondre à tout ce que nous avaient demandé les reviewers et qu'ensuite ils leur renverraient et qu'ils prendraient leur décision à ce moment-là. Oui, pour expliquer, parce qu'ils ne sont pas seuls, il y a AJI aux États-Unis, il y en a d'autres. C'est-à-dire que vous avez des sociétés de services où en payant 250 ou 300 euros, ils vous donnent des avis de reviewers et que vous joignez à votre soumission. Il y a Sauf plusieurs que, modèles comme ça. oui, sauf que là, c'est gratuit. Ah ben voilà. Voilà, Enfin, celui-là, 300 $, c'est pas 3000, hein? voilà, Non, c'est ça. Oui, non, c'est vrai aussi. Non, non, tout à fait. Tu as raison, mais Jacques. Mais, AJI apporte ce système et d'autres sociétés de services apportent ce système. Donc vous soumettez avec 2 avis de reviewers, avec les noms des reviewers, Ouais, c'est et c'est pas. ce qui vient d'être Oui, dit, la revue prend plus vite sa décision, dans un sens ou dans un autre. oui, 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 non, c'est une bonne initiative finalement. bah, cela évite certaines revues où on se retrouve aujourd'hui à faire un troisième, voire des quatrièmes tours aussi. Voilà. Oui, 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 oui.
Bien, ben, je pense qu'on va se quitter. On pourrait encore continuer. Je vois que nos auditeurs nous disent merci. Donc, ça veut dire ils vont certainement quitter. Ils n'ont plus d'autres questions. C'est moi qui les remercie en tout cas d'avoir animé ce débat. Et puis, je remercie bien sûr Hervé de son intervention et de sa connaissance vraiment approfondie du sujet, de tous les contacts et de tout ce dont il nous fait profiter. C'est irremplaçable. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je vous annonce juste le prochain Au webinaire qui sera prochain. le jeudi 16 mai 2024 par Charlotte Demore-Goldschmidt, qui est au CHU d'Angers, qui est radiothérapeute et spécialiste de l'après-cancer. Et ce sera sur les cancers secondaires, quels risques et quel dépistage. Donc, je vous enverrai le lien pour vous inscrire. Très bien. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Bonsoir à soirée à tout le monde. tous. Bonsoir à tous et à une autre fois. Au revoir.